Bonjour à tous et bienvenue dans Futur Mag qui se déroule aujourd'hui entre les bords de Seine et le Palais de la Découverte. Dans cette émission, nous avons rendez-vous avec les premiers cyborgs de l'humanité, des hommes qui ont décidé d'augmenter ou de modifier leurs capacités physiques grâce à la technologie. Depuis ma naissance, je ne vois pas les couleurs, mais j'ai cette antenne sur la tête qui me permet d'entendre les couleurs qui m'entourent. Et je m'exprime à travers ce nouveau sens, créé par l'union de la technologie et de mon corps. Dans notre rubrique Terre, nous découvrirons ensuite une nouvelle stratégie pour réhabiliter les sites pollués, l'ingénierie écologique. Le principe est simple, on recrute des fourmis et autres vers de terre pour les mettre au boulot. Enfin, dans notre rubrique Objet, nous nous pencherons sur l'économie collaborative. Grâce à Internet, aujourd'hui, le partage des biens de consommation est un phénomène de plus en plus fréquent. Certains parlent de co-révolution. C'est le retour au bon sens, quoi. À quoi me sert d'acheter une perceuse que je vais utiliser 5 minutes par an? C'est aberrant comme comportement de consommation. Bien entendu, à tout moment, vous pouvez réagir sur les réseaux sociaux et nous retrouver sur arte.tv/futurmag pour suivre l'émission en double écran. Dans notre rubrique Hommes, aujourd'hui, nous avons rendez-vous avec des personnes hors du commun qui ont décidé d'augmenter, de modifier leurs capacités cérébrales, physiques ou sensorielles grâce à la technologie. On les appelle les cyborgs et c'est tout de suite dans Futur Mag. Neil Harbisson est atteint d'une forme rare et sévère de daltonisme. Il voit la vie en noir et blanc. Il a choisi de transformer volontairement son corps pour faire face à cette anomalie génétique. Il s'est fait implanter un système directement dans la boîte crânienne qui lui permet non pas de voir les couleurs, mais de les entendre. L'intégration de cette technologie à son corps fait de lui ce que l'on appelle un cyborg. Je m'appelle Neil Harbisson et depuis ma naissance, je ne vois pas les couleurs. Mais j'ai cette antenne sur la tête qui me permet d'entendre les couleurs qui m'entourent. Neil voit depuis toujours le monde en dégradé de gris. Et il a passé toute son enfance à essayer de percer le secret des couleurs invisibles à ses yeux. Depuis mon enfance, je sais que le ciel est bleu et l'herbe verte, parce que mes parents m'ont appris les couleurs de tel ou tel objet. Il est vraiment difficile de savoir qu'on ne voit pas les couleurs si personne ne nous le dit. Pour surmonter son handicap, Neil se sert donc d'un autre sens, son ouïe. Cette maison, par exemple, sonne entre Do et Do dièse parce que sa couleur est une nuance de bleu. Alors que celle-ci sonne plutôt comme un Mi, car elle est rose. Une petite caméra à l'avant de son antenne capte les images qui l'entourent et envoie ensuite l'information à l'arrière de sa boîte crânienne. Le principe est simple. Il consiste à faire correspondre les couleurs à des notes de musique. Au rouge correspondra une fréquence de 350 Hz, soit en musique la note Fa. Au violet, un Sol, et ainsi de suite. Les informations captées par la caméra sont ensuite envoyées à une puce électronique implantée à l'arrière du crâne de Neil. Une puce de quelques millimètres de diamètre qui va convertir ces données en vibrations sonores. Je vois parfaitement le monde qui m'entoure. Je ne sais simplement pas distinguer une image noire et blanc d'une image en couleur. Pour Neil, les rues de Londres ressemblent à un film en noir et blanc et il entend ces sons en permanence. Cette cacophonie débute en 2004 après sa rencontre avec Adam Montandon, l'ingénieur qui a mis au point le système de l'antenne. Neil réalise alors qu'il pourrait se servir de cette technologie pour distinguer les couleurs. C'est à ce moment que le projet voit le jour. Le premier prototype de cette antenne était constitué d'une webcam connectée à un ordinateur de 5 kg et à une paire d'écouteurs. Je le portais en permanence. Le logiciel de l'époque transposait 25 couleurs en 25 notes différentes. En 10 ans, le projet a bien évolué. Aujourd'hui, l'antenne ne pèse plus que quelques grammes. Mais comment Neil peut-il entendre les couleurs alors qu'aucun son ne passe par ses oreilles ? L'information envoyée par la caméra va être traitée par la puce électronique. C'est elle qui va émettre les vibrations qui vont se propager de proche en proche dans la boîte crânienne jusqu'à l'oreille interne. Là, les petits osselets du tympan vont être mis en mouvement. Ils vont transmettre le son à la cochlée qui, à son tour, va vibrer
puis envoyer de micro-signaux électriques au cerveau par l'intermédiaire du nerf auditif. C'est ainsi que le cerveau de Neil entend les couleurs en musique. Grâce à cet implant, il perçoit aujourd'hui plus de 360 nuances de couleurs, une nouvelle dimension dans sa vie d'artiste. Comme j'entends les couleurs, je ne m'habille plus simplement d'une façon qui semble convenable, mais aussi de façon mélodieuse. Par exemple, cette cravate que j'ai créée suit la mélodie de la Sega Bodega, un morceau de musique que j'aime bien. Neil considère son antenne comme une œuvre d'art. Il compose aujourd'hui des morceaux de musique inspirés de scènes de vie urbaines. Cette scène est très bruyante, il y a beaucoup de couleurs. Ces voitures vont de gauche à droite et leurs notes de musique passent de l'oreille droite vers l'oreille gauche. Chaque voiture possède une couleur dominante et chaque couleur est une note dominante. En gros, cela revient à regarder un film comme une composition musicale. Neil est allé bien au-delà de la simple réparation de son handicap. Il a transformé son corps. Je sens réellement une forte différence depuis que l'antenne a été implantée dans mon crâne. Maintenant, quand je la touche, je la ressens. C'est comme si je touchais une autre partie de mon corps. Elle est connectée à mon corps. Si je la bouge, je sens un déséquilibre. Je n'utilise pas la technologie, je ne porte pas la technologie, je suis la technologie et je m'exprime à travers ce nouveau sens, créé par l'union de la technologie et de mon corps. Neil est un cyborg, représentatif d'un courant de pensée qu'on appelle le transhumanisme. Ce mouvement cherche à dépasser les limites biologiques de l'homme grâce à la technologie. Je pense que dans un futur proche, nous commencerons à voir de plus en plus de projets qui cherchent à augmenter nos sens et notre perception. Maintenant que l'on a accès à n'importe quelle information, on n'a plus besoin d'élargir nos connaissances. Nous pouvons commencer à nous concentrer sur de nouvelles choses, comme l'extension de nos sens et de la perception du monde qui nous entoure. La démarche de Neil donne ainsi la perspective de pouvoir acquérir un jour un sixième sens. Nous sommes de retour au Palais de la Découverte où je suis en compagnie de Cynthia Fleury. Bonjour. Vous êtes philosophe et membre du Comité consultatif national d'éthique. Que vous inspire la démarche de Neil Arbisson ? On est dans une démarche très individualiste, mais au sens grand du terme, pas au sens négatif du terme, avec cette idée que voilà, on va inventer, partir d'un élément de contrainte et essayer d'en faire quelque chose à la fois de poétique, écouter les couleurs. Écouter les couleurs, c'est pas rien, puisque logiquement, on n'écoute pas les couleurs. Donc, c'est créer un nouveau sens. Donc là, on est véritablement dans une démarche créatrice et qui plus est, peut amener quelque chose à l'humain, à tous les autres humains qui peuvent demain s'interroger sur le fait, mais tiens, et oui, et si moi aussi, je pouvais écouter les couleurs. En fait, il s'inscrit dans un courant de pensée qui est beaucoup plus large, qu'on appelle le transhumanisme. Alors, qui sont les transhumanistes ? Sont-ils les prémices d'un changement profond de la société ? On apporte quelques éléments de réponse en images. Depuis de nombreuses années déjà, la médecine tente de réparer l'homme. Les avancées technologiques permettent aux handicapés de marcher à nouveau et redonnent la vue aux non-voyants. C'est le rapport entre l'homme et la technologie dans cette société sans cesse en quête de progrès que questionne Daniela Cerchi, anthropologue à l'Université de Lausanne. Finalement, il y a depuis toujours une certaine ambiguïté entre augmenter, se donner des capacités supplémentaires et réparer un organisme qui aurait un handicap ou une maladie. La médecine a ouvert la voie au transhumanisme, ce courant de pensée qui prône une forme de fusion entre l'homme et la technologie pour arriver jusqu'à l'augmenter. Certains pionniers de ce mouvement sont allés jusqu'à utiliser leur propre corps pour faire des expériences et montrer le potentiel de leurs idées avant-gardistes. En Allemagne, par exemple, Peter Marquardt est graphiste. Il s'est fait implanter un aimant sous la peau grâce auquel il peut attraper des petits objets métalliques et surtout ressentir les champs électromagnétiques autour de lui. Une démarche farfelue qui peut paraître inutile, mais qui le dote pourtant d'un nouveau sens. Cet aimant a enrichi ma vie. Je me sens plus performant qu'avant. J'espère que les recherches dans ce domaine vont continuer et qu'un jour, il existera des procédures plus sécurisées pour ajouter d'autres sens à mon corps.
Il y a plusieurs années déjà, un chercheur académique allait plus loin. En 1998, Kevin Warwick, un professeur de cybernétique de la très sérieuse université de Reading, au Royaume-Uni, se faisait implanter une puce électronique dans le bras. Cette puce qui réagit aux ondes radio lui permettait d'envoyer et de recevoir des informations simples pour commander à distance plusieurs dispositifs électroniques. Mais cette expérience étrange n'est pas unique. Sur la toile, ce chercheur britannique a fait des émules. Aujourd'hui, le site internet américain Dangerous Things, traduit « Objets dangereux », propose à la vente des kits avec ces mêmes puces à s'implanter soi-même à l'aide d'une seringue. Cette démarche n'est pas sans danger comme le suggère le nom du site internet. Son fondateur, Amal Graftra, ingénieur en informatique, porte lui-même une puce sous la peau de chacune de ses mains. Celles-ci lui permettent de s'identifier automatiquement à l'entrée de sa maison pour ouvrir sa porte. Il peut démarrer le moteur de sa voiture sans clé de contact. Cette initiative peut sembler dénuée de sens et dangereuse. Pourtant, elle ouvre la voie, selon son fondateur transhumaniste, à la démocratisation de l'homme cyborg d'un nouveau genre. En implantant ces outils à l'intérieur du corps, nous en faisons l'usage en permanence. Et dans ce sens, nous augmentons nos capacités. L'homme augmenté, doté de nouveaux sens, dépasse les capacités de l'homme biologique. Cet être d'un nouveau genre est entré dans notre société. Alors, en termes normatifs, bien sûr, c'est salutaire de se demander s'il faut ou s'il ne faut pas aller vers cette société d'humains augmentés. Maintenant, le rôle de l'anthropologue que je suis, c'est avant tout de mettre un coup de projecteur sur le phénomène, parce que je crois que notre grand problème à tous, c'est qu'on ne se rend pas compte qu'on est embarqué dans ce processus. Pour les transhumanistes, une nouvelle ère de l'humanité a débuté, non sans poser de nombreuses questions, tant d'un point de vue éthique que social. C'est une perspective qui n'est, j'imagine, pas sans poser problème quand on parle d'améliorer l'homme. Quelles sont les raisons qu'il y aurait d'être contre ? Si vous prenez le courant en anglais, le enhancement, c'est la question d'augmentation. La question de l'augmentation, ce n'est pas nécessairement la question de l'amélioration. C'est-à-dire que demain, plus de technique ne va pas nécessairement créer un homme meilleur, ou qui s'interroge précisément sur ses limites. Aujourd'hui, on a toujours considéré que l'éthique était la conscience de ses limites. Alors, si demain l'éthique doit être le dépassement de ses limites, peut-être, hein, mais de fait, c'est une rupture de paradigme assez forte. Mais alors, sur le papier, ça a l'air bien, si on dit on va faire un homme amélioré. Et en même temps, ça fait peur. Ça fait peur parce qu'il s'agit de plusieurs choses. Il s'agit d'abord de la possibilité de réparer l'homme. Donc, vous avez un homme malade et vous utilisez une technique pour le réparer. Demain, quand vous allez réparer un homme, vous allez le réparer avec une technique qui elle-même est reprogrammable, qui elle-même est intelligente, qui elle-même est connectée. Et donc va évoluer. Et donc, de fait, l'homme réparé ne sera pas simplement un homme réajusté à la norme, mais un homme qui aura la capacité nouvelle, des potentialités nouvelles, et donc une possibilité de créer un écart discriminant ou pas avec les autres hommes. Et donc, de fait, c'est une disparition même de la notion de la norme. Est-ce que cette question de la norme, elle est opérationnelle pour créer des lois, pour créer le monde de demain, pour créer de la justice? C'est pas si sûr que ça. Si nous sommes tous singuliers, à l'intérieur de notre singularité, nous pouvons aussi avoir une partie cyborg. Donc ça, c'est la question de la réparation technique qui est devant nous et qui est même avec nous aujourd'hui. Et puis, il y a l'augmentation qui est de considérer qu'il faut dépasser le normal, que la norme n'a pas lieu d'être et que dorénavant, on est dans une quête de performance illimitée et donc vous créez tout un phénomène de distorsion nouvelle, voire de discrimination, voire de sentiment de mésestime des non-améliorés qui demain se sentiront défaillants au niveau de leur humanité parce que précisément, ils ne sont pas améliorés techniquement. Donc, le problème, c'est de créer de l'inégalité ? Ou de l'augmenter encore ? Le problème, c'est toujours de voir derrière le grand rêve émancipateur de la technique, qui peut être réel, mais derrière ce rêve, de vérifier qu'il n'y a pas des failles et des dérives discriminatoires très fortes. Et de fait, il peut y en avoir, parce que vous avez une accélération et des effets de levier qui sont très très importants. Et entre
ce que vous pouvez faire pour un sujet et puis en plus derrière l'appropriation sociale d'une technique, la massification d'une technique, bien évidemment que vous créez des citoyennetés à 2 vitesses, ou en tout cas des individus, quand je dis 2 vitesses, même à plusieurs vitesses. Logiciel 1, 2, 3, 4, 5. Donc tout d'un coup, vous avez des humanités 1, 2, 3, 4, 5. On va très loin, bien évidemment, hein, c'est caricatural. Mais on voit très bien l'enjeu d'inégalité qui se cache derrière l'enjeu émancipateur de la technique. Cynthia Fleury, merci infiniment d'avoir répondu à notre invitation et bonne réflexion sur ces grands sujets qui nous concernent tous. Et vous pouvez retrouver évidemment l'intégralité de cette interview sur arte.tv/futurmag. Pour notre rubrique Terre, nous sommes toujours au Palais de la Découverte, dans l'exposition 1000 milliards de fourmis, car cet insecte a une capacité d'organisation et une puissance de travail qui pourrait nous rendre service, à nous autres humains. Des scientifiques se sont mis en tête de les mettre à contribution pour réhabiliter des sites pollués. On appelle cela de l'ingénierie écologique. L'ingénierie écologique gagne petit à petit du terrain. Son principe est simple, utiliser la nature pour réparer les dégâts de l'homme sur l'environnement. Ce sont les espèces animales locales, comme des vers, des fourmis ou des coccinelles, qui vont intervenir pour restaurer l'harmonie des sols, des cultures et des paysages. Une nouvelle ère plus naturelle est donc en marche. À Rennes, des scientifiques s'attaquent à un fléau, la pollution des sols par les pesticides. Cécile Monard est chercheuse au CNRS. Elle a travaillé sur l'élimination de l'atrazine dans le sol, un herbicide utilisé pendant 40 ans par les agriculteurs. Ce traitement chimique a asphyxié longtemps la terre. D'après ses recherches, certaines bactéries présentes dans le sol détruisent ce pesticide. Et elle a fait une découverte étonnante. Elle a remarqué que la présence de vers de terre va faciliter le travail des bactéries. Pour nous expliquer sa démarche, elle commence par prélever des échantillons de sol. Là, je suis en train de préparer des colonnes de sol. Donc, je mets du sol dans ces colonnes en verre que je tasse un petit peu. Et après, je mettrai donc, des vers de terre dedans pour voir comment il modifie le sol. Alors, le ver de terre, en fait, va agir plus indirectement dans la dépollution du sol, en creusant justement ces galeries-là. Les galeries, c'est des zones préférentielles d'écoulement de l'eau de pluie, par exemple, dans le sol. Donc, ce sont aussi des zones humides, aérées, plus riches en nutriments parce que le ver de terre, il dépose du mucus. Et donc, cela, ça va avoir un impact sur l'habitat des bactéries du sol. Le sol est peuplé de bactéries, environ 1 milliard par gramme de terre. Ces bactéries jouent un rôle précis dans la nature. Elles ingèrent toutes les matières organiques du sol. Certaines sont même capables de dégrader des herbicides ici en verre. C'est le cas de Pelomonas aquatica, qui s'attaque spécifiquement à l'atrazine. En creusant sa galerie, le ver de terre aère le sol. Cet apport d'oxygène permet aux bactéries de se multiplier plus vite et de détruire alors davantage de polluants. Cécile va maintenant nous prouver que les bactéries éliminent bien l'atrazine. En effet, celles-ci vont avaler cet herbicide, le digérer et le rejeter sous forme de gaz carbonique. Plus le volume de CO2 est important, plus l'atrazine est détruite. Et c'est ce CO2 que Cécile va mesurer. Les gaz se sont accumulés dans la cloche, donc on va pouvoir quantifier combien de CO2 en fait s'est dégagé et ce CO2 serait issu de la dégradation de l'atrazine. Avec 130 ml de CO2 dégagés, ce sont 70% d'atrazine qui ont été détruits. Ces résultats expérimentaux restent une piste prometteuse. Le ver de terre constitue un véritable espoir pour stimuler l'élimination des herbicides. Aujourd'hui, d'autres expérimentations d'ingénierie écologique voient le jour. Cette fois, nous sommes à l'échelle d'une parcelle de terre. Bienvenue dans la plaine de Crau, un paysage désertique de 600 km², unique en Europe, à quelques kilomètres d'Arles, dans le sud de la France. Un site d'exception. Et pourtant, au cours de l'été 2009, un désastre écologique va dévaster le sol parcouru par des centaines d'oléoducs. Après une rupture de canalisation, 4500 mètres cubes de pétrole vont se déverser. C'est Thierry Dutoit, au CNRS, qui a été mandaté pour remédier à cette catastrophe naturelle. Ça s'est passé exactement ici. Dans un premier temps, pour dépolluer le sol, on a retiré 72 000 tonnes de sol. On avait donc ici un trou de 5 hectares sur 40 cm de profondeur.
Le trou a ensuite été comblé par de la terre saine. Pour restaurer la flore, Thierry Dutoit a décidé d'utiliser les forces de la nature. Il a une idée simple mais révolutionnaire. Réintroduire un insecte, la fourmi. C'était le seul moyen pour retrouver la végétation d'origine. En fait, on a été très content dans un premier temps des résultats de ce transfert de sol, puisque la plupart des espèces qu'on espérait revoir pousser, typiques de la steppe, se sont mises à pousser. Par contre, on n'était pas très content de la façon dont les espèces s'organisaient entre elles. En fait, si vous voulez, un peu le dessin de la steppe. Et donc là, on a décidé de retrouver les dessinateurs, les génies qui avaient créé cette steppe, donc les fourmis, qui sont ici très abondantes dans ce milieu. Thierry Dutoit a donc fait appel à Éric Provost, un spécialiste des fourmis. Allez, bonjour Éric, ça va ? Tiens. Salut Thierry. Plus d'une centaine de colonies de fourmis ont été introduites sur le site. Au total, ce sont plus de 2 millions de fourmis qui grouillent dans cette zone. C'est la fourmi dite moissonneuse qui va opérer. Cette espèce se nourrit de graines qu'elle transporte sur son dos vers son nid. Les fourmis revégétalisent la zone parce que dans leur trajet retour depuis le lieu de récolte jusqu'à la colonie, elles perdent une infime quantité de graines. Mais comme le nombre de passages est infini, finalement, ça représente une quantité non négligeable de graines perdues. Les graines perdues en route vont ensuite germer. Ce sont les fourmis qui jouent le rôle du jardinier. Elles vont disperser sur le terrain les futures plantes dans les bonnes proportions, comme au départ avant la catastrophe. Seules les fourmis sont capables de travailler ainsi. Une précision impossible à atteindre par l'homme. Trifolium stellatum, Evax pygmea, Bromus ordeaceus. Et les fourmis vont nous permettre de redessiner, de mettre les bonnes proportions d'espèces. Donc comme quand on restaure un tableau, les couleurs on les a, mais il faut faire le dessin. Et là, le dessin sont notamment les fourmis qui vont nous donner le coup de pinceau. C'est la première fois au monde que les fourmis sont utilisées pour restaurer la flore. Vu le nombre impressionnant de fourmis sur le site, la zone va retrouver très vite son paysage d'origine. Plusieurs dizaines d'années vont être gagnées. À la plaine du Crau, l'ingénierie écologique a fait ses preuves. Introduire des insectes en grande quantité serait donc une solution pour entretenir les champs. C'est en tout cas le pari que l'entreprise Biotope tente de relever ici, à Livron dans la Drôme. Son concept, l'élevage intensif d'insectes prédateurs. Plus de 150 milliards d'insectes sortent chaque année de ces hangars. Au total, l'entreprise commercialise une vingtaine d'espèces d'origine française, comme ces guêpes microscopiques qui vont détruire les parasites du maïs ou encore ces punaises prédatrices. Celui qui veille sur l'ensemble de ces petites bêtes, c'est Éric Touvenin, le directeur industriel du site. Ces punaises prédatrices vont permettre de nettoyer les plants de tomates d'insectes ravageurs comme la mouche blanche ou des acariens qui mangent les plants de tomates. On est en plein dans cette logique d'ingénierie écologique puisqu'on utilise des bons insectes pour lutter contre des mauvais insectes, tout simplement. Avec plusieurs millions de punaises prédatrices vendues par an, cet insecte est l'un des produits phares de l'entreprise. Tout comme ces coccinelles au stade de larve ou adulte à l'efficacité reconnue. Les coccinelles ou les larves vont manger environ 50 à 60 pucerons par jour, mais ça peut aller jusqu'à 100 pucerons. Alors ces pucerons, on va les trouver sur les rosiers, on va les trouver sur les arbres fruitiers, donc tout type d'arbres en fait. Chaque année, ce sont plusieurs millions de coccinelles qui sont vendues partout dans le monde. Ici, tous les insectes élevés sont issus d'espèces locales. Ils ne sont pas invasifs et vont respecter l'équilibre naturel. En France, ce sont plusieurs milliers d'hectares de terre qui sont soignés chaque année par les insectes utiles. Cyril Vignon est un maraîcher bio dans la Drôme. Depuis 6 ans, il effectue régulièrement des lâchers d'insectes sur ses cultures. Dorénavant, plus de problèmes de nuisibles dans ses plantations. Moi, j'ai adopté cette technique et comme elle marche très bien, il y a même beaucoup de producteurs qui sont en conventionnel qui font des lâchers d'insectes sous serre parce que ça marche très très bien et ça évite quand même les insecticides chimiques. C'est une technique qui est maintenant éprouvée et il n'y a pas à hésiter. Introduire des fourmis pour restaurer la flore, lutter contre les pesticides grâce aux vers de terre ou encore se débarrasser des pucerons avec des coccinelles, les champs d'application de l'ingénierie écologique sont multiples. D'autres pistes sont en train d'être exploitées. L'ingénierie écologique n'a pas fini de nous surprendre.
C'est une des conséquences de l'existence d'Internet. Grâce aux sites de partage, aux réseaux sociaux, il est désormais plus facile de mutualiser ce que l'on achète, de partager ce que l'on possède. On appelle cela l'économie collaborative. Et pour certains, ce phénomène en pleine expansion va changer en profondeur notre société de consommation. C'est l'événement de ce qu'on appelle désormais l'économie collaborative. Le WeShare Festival. WeShare, share signifiant partager en anglais, est un collectif français au départ qui réunit désormais une communauté internationale. L'idée ? Partager ce que l'on possède pour faire des économies ou pour avoir un complément de revenus. Ici, les idées fusent. Véritable laboratoire d'idées où les nationalités se côtoient, l'économie collaborative, presque déclinable à l'infini, se dessine ici dans ces lieux d'échange et de réseau. À l'origine de ce collectif, né il y a 2 ans, Antonin Léonard, 27 ans, tout juste sorti d'une école de commerce. On aime bien se définir comme utopiste pragmatique parce que je pense qu'il faut un peu des deux. C'est-à-dire qu'il faut une vraie utopie aujourd'hui, on a besoin d'utopie, on a besoin d'un nouveau projet de société. Et en même temps, si ce projet de société il ne se construit pas, il ne se concrétise pas par des actions concrètes et des réalisations positives qui montrent que ça marche, qui montrent qu'il y a une réalité économique, qui montrent qu'il y a des emplois à la clé, et ben on ne sera pas pris au sérieux effectivement. Tu peux t'inscrire là. D'ici la fin de l'année, on va recruter 40 personnes. On recrute aussi bien une équipe technique, des développeurs mobiles, développeurs web. Des emplois, il s'en crée effectivement. Blablacar, le site de covoiturage, connaît un succès international fulgurant. 100% de croissance par an, 7 millions de membres dans 12 pays. Le site se développe actuellement en Allemagne. Quand on recherche un trajet longue distance sur notre site internet, par exemple Hambourg-Berlin, on trouve désormais 40 offres par jour. C'est vraiment un super développement, alors qu'on n'existe que depuis 1 an en Allemagne. Crise économique, prise de conscience écologique, nos comportements de consommateurs sont en train de changer. Le citoyen veut reprendre le pouvoir sur ce qu'il consomme. Pour ne plus subir, il cherche à agir concrètement sur le terrain, en consommant autrement, en partageant. Que ce soit pour partager son logement, se réunir pour acheter moins cher aux producteurs, sous-louer son parking, ou même trouver des fonds pour un projet en faisant appel au financement participatif. L'économie collaborative est en train de passer du système D à une nouvelle donne économique grâce à Internet. C'est la conviction de Benoît Renoul qui a fondé ShareWiz, un site de partage. Ce jeune trentenaire s'est inspiré d'un site hollandais et d'un constat assez évident. Pourquoi acheter ce que l'on peut emprunter ? En fait, c'est une action concrète pour consommer autrement, mais pas par idéologie. Je dirais parce que c'est le retour au bon sens, quoi. À quoi me sert d'acheter une perceuse que je vais utiliser 5 minutes par an ? C'est aberrant comme comportement de consommation. L'économie collaborative repose sur plusieurs grandes bases qui lui donnent beaucoup d'ampleur. C'est la crise, le fait qu'il y a des contraintes externes qui font que chacun repense à ses habitudes de consommation et cherche à les optimiser. Il y a Internet qui permet d'avoir aujourd'hui des outils pour se mettre en rapport les uns avec les autres. Et puis il y a la dimension de communauté aussi qui est très forte. Exemple avec Anaïs, une jeune Parisienne qui prévoit de partir en voyage. Elle a rendez-vous chez Jordan, qu'elle a contacté grâce au site de partage ShareWiz. Bonjour. Bonjour. Les 2 jeunes femmes ne se sont jamais vues. Elles ne se connaissent pas. Tout va bien. Le guide est là. Si tu veux, je peux... Pourtant, Jordan va prêter un guide touristique et un sac à dos d'une valeur de 150 € à Anaïs, qui n'en a besoin que ponctuellement pour partir en randonnée cet été. Du coup, je t'ai préparé le sac. Excellent. Alors, bon, c'est un 50 litres. Bon, il a toutes les poches. Il a voyagé. Les 2 jeunes femmes se sont rencontrées sur Internet, sur ce site de partage où l'on peut se prêter n'importe quel objet en fonction de sa géolocalisation. C'est un état d'esprit général. Je trouve que c'est inutile parfois de consommer plus, d'acheter plus, alors que l'objet, finalement, il est quelque part autour de soi. C'est-à-dire, toi, tu veux pas une caution pour ça Si on avait parlé de 20 € sur le site, les plateformes de l'économie collaborative permettent de créer une sorte de cocon de confiance. Et donc voilà, avec des avis sur le site, avec notamment la caution qui fait partie aussi de comment est-ce que je peux avoir confiance et sauter le pas de prêter mes objets.
Face au diktat du tout achetable, du tout jetable, une autre initiative citoyenne de l'économie collaborative est en plein boom en Europe, grâce aux réseaux sociaux, les Repair Café. Si c'est réparé, on va passer ici pour nous dire. Ça nous permettra de savoir. Dans ce centre de loisirs parisien, aujourd'hui, on fait la queue pour réparer ces objets cassés. Je suis venu réparer mon aspirateur. Ma bouilloire, qui est toute neuve. Je suis venu réparer cette brosse rotative. L'idée des Repair Café, se retrouver dans des lieux éphémères, entre citoyens et bénévoles bricoleurs, pour réparer un objet plutôt que de le jeter. Je vous déconseille de mettre des objets lourds dessus. En fait, c'est renforcé ici au niveau du lecteur, mais pas forcément ailleurs. Pour les consommateurs lassés de trop consommer, c'est l'occasion d'agir concrètement. En tant que consommateur, en fait, on est obligé, pour juste une pièce à changer, on est obligé de tout jeter et de tout racheter. Et je trouve ça complètement ridicule. Déjà une question de coût, voilà. Je pensais aller le faire réparer, mais il est plus sous garantie. Donc je me suis dit, c'est au moins peut-être 100 €, 150 €. On peut soit réparer soi-même avec des outils à disposition, soit se faire aider par des bricoleurs confirmés bénévoles. Il doit y avoir un de ces deux-là qui va en direct avec ça. Un véritable rendez-vous convivial aussi pour les bricoleurs. Réparer, trouver des solutions, échanger. Une manière pour des touches-à-tout d'allier rencontres, engagement écologique et passion du bricolage. C'est le challenge, c'est la curiosité, c'est le plaisir de réparer, de faire remarcher quelque chose qui est condamné à être sur le trottoir ou à la poubelle. Et souvent, ça fonctionne. Ces lieux de réparation éphémères gratuits fleurissent un peu partout. Ils se comptent désormais par centaines en Europe. Le premier Repair Café est né à Amsterdam il y a 5 ans. Aujourd'hui, ces initiatives citoyennes ne sont plus le fait de quelques militants. La volonté militante de certains pour les aspects environnementaux rejoint en fait la nécessité économique d'autres personnes. Et ce qui est intéressant, c'est que ces deux courants se rencontrent. Et il y a de plus en plus de gens, effectivement, qui viennent dans les Repair Café en France. Ça marche très bien en Allemagne, ça marche aussi très bien en Belgique. Ah, super. Ah, génial. Ça y est. Super. Ouais. Pour les spécialistes, ces initiatives ne sont plus des épiphénomènes marginaux, mais bien une tendance de fond. Selon un sondage, près d'un Français sur 2 a au moins une fois pratiqué l'économie collaborative. Pour l'économiste Philippe Moati, on assiste bien à un phénomène. On est incité à réfléchir en période de crise. Vous savez, quand le budget ne tient pas, hein, quand on n'arrive plus à consommer comme avant. Eh bien, peut-être qu'à son petit niveau, plutôt qu'attendre les bras ballants, on va essayer de trouver des solutions locales à nos problèmes. Et donc, on voit un tas d'initiatives locales, des micro-initiatives qui révèlent une activité d'innovation sociale et qui, finalement, réinventent un peu le monde par le bas. Alors, au début, ça fait sourire parce que c'est microscopique, mais finalement, certaines de ces initiatives constituent finalement des phénomènes de société. Typiquement, la consommation collaborative qui se débarrasse quelque part des habits militants, mais qui acquiert, au passage, une vraie portée et une certaine capacité à changer le monde. Signe de ce succès, les grandes enseignes commencent à s'intéresser au phénomène. Certaines ont même sponsorisé l'événement. L'économie collaborative n'en est qu'à ses débuts. Et pour preuve, ce mur d'idées. C'est peut-être ici que s'inventent les startups de demain. De retour au Palais de la Découverte où je suis en compagnie d'Anne-Sophie Novelle. Bonjour. Vous êtes économiste, journaliste et l'auteur d'un livre intitulé « La vie chère, mode d'emploi ». Alors la vie chère écrit cher comme partagé en anglais. Vous êtes une des premières personnes à vous être intéressée à l'économie collaborative. Aujourd'hui, c'est un phénomène qui est quantifiable? Il est difficilement quantifiable. Dans la vie chère, j'ai référencé 450 initiatives il y a 1 an. Aujourd'hui, je dirais qu'il y en a 500, 550 en France qui sont plus ou moins liées au numérique. Ça va être des initiatives comme celle du pionnier Airbnb qui fait qu'on peut accueillir chez soi des personnes, des touristes, en étant là, en faisant payer ou non le séjour à ces personnes. On va parler de toutes les formes de troc qui naissent aujourd'hui pour les vêtements, pour les CD, les livres, les DVD, qui sont les formes de troc les plus développées, en tout cas en France. Et dans le monde, il y a aussi une multitude d'initiatives et le magazine Forbes, il y a quelques mois, a chiffré à 3 milliards de dollars les revenus générés pour les particuliers par cette économie. Mais on manque de recul, en fait, véritablement pour la quantifier en tant que telle. Mais pourquoi le phénomène émerge aujourd'hui ?
En fait, il y a plusieurs facteurs qui l'expliquent. Je dirais que le premier, c'est la progression de nos usages numériques. Depuis la moitié des années 2000, on est tous connectés au haut débit, on a tous des tablettes, des smartphones, on se balade avec un ordinateur dans la main pour aller sur des forums, pour échanger sur des réseaux sociaux. Et on s'est rendu compte qu'on pouvait partager bien plus que de l'information. Et la crise, elle a joué un rôle aussi? Énormément. C'est-à-dire que depuis 2008, en fait, la crise économique, financière fait qu'on cherche des solutions alternatives. Il y a des économies qui se sont effondrées, comme en Grèce, en Espagne. On est obligé de trouver d'autres types de solutions. Et à partir de là, on rentre aussi dans une forme de débrouille. Mais cette débrouille, en fait, elle nous permet aussi d'hyper-consommer autrement. Et cela est lié également à une prise de conscience d'une crise environnementale. On l'a bien entendu, on n'a plus envie d'une approche moralisatrice, on a plus envie de trouver des solutions pour consommer de manière alternative. Et donc ces différents facteurs jouent aujourd'hui en faveur d'une économie plus collaborative et surtout une remise en cause du rapport aux marques, à ce qu'on nous vend et un rapport aux objets. Et ça, on le voit, c'est très fort en France, les formes de gaspillage alimentaire ou non alimentaire et souvent une obsolescence programmée des objets qui nous dépassent. Alors pour bien comprendre justement cette notion d'obsolescence programmée et l'importance qu'elle a dans notre économie, je vous propose de regarder cette animation qui fait le point sur la question. L'obsolescence programmée consiste à limiter la durée de vie d'objets courants comme les téléviseurs ou les réfrigérateurs, et ce, dès leur conception. Pour y parvenir, les industriels ont recours à deux astuces. La première, introduire une fragilité technologique. Un frigidaire, par exemple, ne dure plus que 10 ans aujourd'hui contre 20 dans les années 60. La deuxième astuce, produire sans cesse de nouveaux modèles pour rendre les précédents obsolètes. Mais ce qui est bon pour les industriels et pour la croissance économique ne l'est pas forcément pour la planète. Car il faut toujours plus de ressources, si bien que le besoin annuel en matières premières a augmenté de 50% ces 30 dernières années. Sans oublier la multiplication des déchets. En Europe, nous jetons 20 kg par an de matériel électrique ou électronique non recyclable, voire toxique. Certains gouvernements commencent à réagir, notamment en obligeant les fabricants à prolonger les garanties. Mais les consommateurs, eux, n'ont pas attendu et mutualisent leurs compétences pour faire revivre les appareils en panne. Un esprit bricolage cher à nos grands-parents. Cette obsolescence programmée, c'est une stratégie consciente, réfléchie, ou c'est la conséquence de la guerre des prix? Je pense que sur l'obsolescence programmée, on a entendu et vu plein de choses. Je crois qu'il y a différents facteurs. Il y a en effet des produits qui sont conçus pour être moins chers et quand on achète moins cher, on ne peut pas avoir la même qualité que ce qu'on avait autrefois. Après, il y a le côté marketing, ce qui fait qu'on a envie de renouveler assez fréquemment nos produits et donc c'est une façon aussi de générer de l'obsolescence programmée de fait. Mais les consommateurs ne sont pas dupes, c'est-à-dire que les enquêtes que j'ai pu voir passer récemment sur l'économie collaborative montrent que le consommateur veut avoir confiance dans les marques, mais en même temps il se méfie énormément de ces stratégies. Et donc, il serait intelligent, je pense, pour les grands producteurs industriels d'anticiper ces nouveaux besoins et de se dire, finalement, nos business models de demain, on pourrait les construire non pas sur des produits obsolescents rapidement, mais des produits solides que l'on pourrait vendre différemment, non plus en les vendant, mais en proposant des abonnements et une stratégie plus liée à une économie de la fonctionnalité, une économie aussi plus circulaire. Alors effectivement, certains industriels font aussi la promotion de cette économie collaborative, puisque notamment à Singapour, un opérateur de télécom organise la récupération des smartphones pour lutter contre la fracture numérique, et c'est notre bref du web. Même à Singapour, ville high-tech par excellence, une fracture digitale générationnelle est très présente. Un projet, Silverline, lutte contre celle-ci en mêlant recyclage et consommation collaborative. Les smartphones des jeunes Singapouriens sont récupérés, nettoyés et adaptés aux besoins des anciens. Le but, rendre leur journée moins longue, mais aussi plus sûre. Appels d'urgence, santé, jeux, des applications simples ont été créées par un opérateur télécom, partenaire du projet. A priori, l'économie collaborative n'est pas dans l'intérêt direct des industriels. Alors pourquoi ils mettent, comme on l'a vu là, en place des sites de partage? Pour elles sont dans cette phase où elles veulent comprendre. Donc elles vont faire des partenariats qui permettent d'observer, qui permettent de comprendre la logique et de se dire, et si le futur de notre modèle n'était pas dans cette économie collaborative, comment est-ce que nous, on pourrait se renouveler? Donc je pense que celles qui sont les plus intelligentes ou qui ont un petit peu de nez se disent, en faisant ces partenariats, ça nous permet de s'adapter en douceur et d'envisager la suite sur les territoires, sur les villes du futur et sur l'économie de demain. Anne-Sophie Novelle, merci infiniment d'avoir répondu à notre invitation. Et vous pourrez retrouver l'intégralité de cette interview sur le site arte.tv/futurmag.
Voilà, nous sommes arrivés au terme de cette émission qui se poursuit grâce aux réseaux sociaux et sur arte.tv/futurmag. Nous, on se retrouve la semaine prochaine à la même heure. D'ici là, je vous souhaite une excellente semaine. Salut, une bise balte.